Hello, c'est Diplo. Par ses fortes chaleurs, ou pas, Diplo a souhaité vous emmener vous rafraîchir à Moscou. Capitale de l'URSS, puis de la Fédération de Russie depuis 1917, la ville concentre vie culturelle, politique et économique comme un condensé de la vie en Russie. Tolstoï, Dostoïevski, le cœur de l'armée rouge, les étoiles du Bolchoï, le Kremlin et le Centre international de commerce sont autant de facettes différentes de la vie à Moscou. La ville a en effet été construite en 1150 et a joué un rôle central quelle que soit l'époque. Capitale du Grand-Duché de Moscou, puis de l'Empire russe jusqu'au XVIIIe siècle. Capitale économique ensuite et point névralgique du réseau de communication de l'Empire tsariste, Moscou devient ensuite capitale de l'URSS communiste et participe à la guerre froide avec une course démographique et industrielle pour finalement devenir la ville qui regroupe les activités tertiaires de la Russie post-1991. À travers les siècles, Moscou est restée une ville culturelle très importante, comme le témoignent les 3 ensembles de la ville inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'un des bâtiments les plus emblématiques de Moscou, le plus indissolublement lié à tous les événements historiques et politiques les plus importants survenus en Russie depuis le XIIIe siècle, c'est le Kremlin. Au-dessus de Moscou, il y a le Kremlin. Au-dessus du Kremlin, il n'y a que le ciel, dit le proverbe. Avec sa forme triangulaire qui rappelle la Sainte Trinité, la forteresse aux longs murs rouges, agrémentée de 19 tours, se trouve en plein cœur de Moscou, sur la place rouge. L'édifice a été la résidence des tsars de Russie avant de devenir celle des chefs de l'Union soviétique. Il devient ensuite le centre politique de la Fédération de Russie, puisqu'il est aujourd'hui la résidence officielle et le lieu de travail du président de la Fédération, soit actuellement Vladimir Poutine. C'est également le bâtiment le plus ancien de la ville, mentionné pour la première fois dans la chronique hypatienne en 1147, en tant que fortification érigée sur la rive gauche de la Moskova par Yuri Dolgorouki, prince de Souzdal. Le Kremlin s'est peu à peu développé, agrandi et a été détruit par des tremblements de terre, des incendies, des armées. Il a également changé d'aspect, passant de forteresse en bois à des murailles de pierre blanche, avant d'être reconstruit avec les mythiques briques rouges qui l'entourent encore aujourd'hui. Mais le Kremlin n'est pas qu'un palais du pouvoir. En son sein, il comporte des dizaines d'églises, de monastères, couvents et chapelles, mais aussi des palais de taille plus modeste, un arsenal, des monuments à la gloire des tsars, etc. Certains ont été irrémédiablement détruits sous l'ère communiste, mais la forteresse conserve encore aujourd'hui certains de ses monuments, notamment ses célèbres murailles rouges et ses 19 tours. D'ailleurs, à propos de ces tours, 2 n'ont jamais eu de nom. On leur a simplement attribué les noms sans nom 1 et sans nom 2. Si les tsars avaient fixé leur résidence à Saint-Pétersbourg à partir de 1712, le Kremlin redevient la résidence des leaders russes à partir de 1918, lorsque Lénine, Staline, Trotsky et leur entourage décident de s'y installer pour y vivre et y travailler. Vladimir Poutine, l'actuel président, lui, ne réside pas au Kremlin, mais y a ses quartiers de travail et son bureau, qui est de forme ovale, comme celui du président américain, ce qui ne manque pas d'ironie. Le Kremlin est également le lieu de réception officielle de la Fédération de Russie et a reçu nombre de chefs d'État étrangers à l'occasion de visites diplomatiques. Le général Kadhafi y a même planté sa tente, dans laquelle Poutine est venu pour prendre le thé. Dernier secret de la forteresse rouge, ses souterrains. Staline a en effet fait creuser dans le palais plusieurs souterrains, dont on ignore l'usage encore aujourd'hui. Autre passage moins mystérieux, mais tout aussi secret, le tunnel censé permettre à un Léonid Brejnev très malade de circuler en voiturette électrique entre les bâtiments. Mais l'ouvrage fut achevé en 1982, Brejnev était déjà mort avant d'avoir pu l'emprunter.